Les princes de Monaco ont souvent cherché à promouvoir la paix. D'abord à travers la science et la connaissance, à l'image d'Albert Ier, le prince océanographe, et aujourd'hui à travers le sport et ses valeurs, avec le prince Albert II. Dans les deux cas, il s'agit avant tout de réunir des hommes et des femmes. Nous avons voulu partir à la rencontre des acteurs du dernier forum Peace and Sport, créé par Joël Bouzou, champion du monde et médaillé olympique de pentathlon. Depuis plus de 15 ans, cette plateforme d'échange a accueilli des personnalités venues de plus de 90 pays dans un seul but, utiliser le pouvoir du sport pour œuvrer pour la paix. Bonjour Joël Bouzou, merci de nous recevoir. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, c'est le rassemblement de tout l'écosystème Peace and Sport. Donc on va avoir à la fois des gouvernants, il y a un chef d'État, des ministres, des ONG, les champions de la paix, ceux qui nous aident à faire passer le message sur le terrain auprès de la jeunesse et qui ont la crédibilité par rapport justement à cette jeunesse. Quand vous savez, les pouvoirs sont parfois un peu controversés dans les messages qui passent, mais les champions sont porteurs d'exemple, donc on capitalise sur eux. Didier Drogba, bonjour. Pourquoi vous avez accepté d'être vice-président de Peace and Sport? Être un athlète, ce n'est pas simplement être un sportif. C'est avoir des responsabilités en tant qu'homme et profiter de sa célébrité pour la mettre au service du bien et là en l'occurrence de la paix. Donc, et le sport par la paix, je pense qu'il n'y a rien de mieux en termes d'inclusion sociale et voilà. Donc je suis très fier de suivre mon président Joël Bouzou qui fait un travail exceptionnel depuis à peu près 17 ans maintenant. C'est un atout énorme pour vous d'avoir quelqu'un comme Didier Drogba. Bien sûr, si on parle par exemple de la jeunesse africaine, si moi je m'exprime devant la jeunesse africaine, je suis crédible sur le contenu, mais pas forcément sur le charisme et l'exemple du ballon d'or africain. Et l'exemplarité, elle est là alors? Bon, l'exemplarité est là, mais c'est surtout utiliser sa popularité et aussi sa crédibilité en tant que sportif pour la mettre au service de la jeunesse qui en a bien besoin aujourd'hui. Ces dernières années, Peace and Sport a soutenu une centaine de projets à travers le monde pour promouvoir l'inclusion sociale et la réconciliation dans les zones de conflit. Au Rwanda, notamment, l'organisation monégasque a mis en place des programmes de basket pour favoriser la cohésion sociale entre les jeunes Hutus et Tutsis. Par rapport à ce monde de conflit, le sport est l'un des rares instruments qui vient verser un peu de baume sur les plaies du monde. Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, vous avez réfléchi à cette question du sport et du rôle du sport, notamment dans la résolution des conflits. Est-ce qu'il est réel, ce rôle ? Est-ce que le sport peut vraiment faire la différence? Il ne faut pas s'illusionner. Le sport, il ne suffira pas de faire un match entre une équipe israélienne et une équipe palestinienne pour qu'il y ait la paix entre les deux. Il ne suffirait pas d'une rencontre de taekwondo entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour que tout soit réglé. Donc il ne faut pas donner trop d'importance au sport, mais par contre, nier qu'il puisse en avoir une, ce serait une erreur grave. Parce que les exemples historiques où le sport a pu servir de moyen de réconciliation, où le sport a pu servir d'oubli diplomatique, le sport, ce n'est pas une baguette magique. C'est un outil. Il faut bien savoir l'utiliser à bon escient. Et en fait, on voit que lorsqu'il y a du sport, ça peut être des rencontres. On oublie très souvent le rôle préventif du sport. Parce que pour faire une compétition, il faut que l'autre existe. Si on accepte l'existence de l'autre, on a déjà moins de sentiments belliqueux. Par le sport, on apprend à connaître l'autre, on apprend à le fréquenter, à s'opposer à lui, mais de façon régulière. C'est une excuse pour se retrouver, c'est une occasion de se retrouver. C'est une occasion de se retrouver et de prendre non seulement conscience que l'autre existe, mais de l'utilité de l'autre. Et donc, effectivement, c'est une bonne école de la vie dans un monde un peu troublé. Finalement, les rares bonnes nouvelles qui arrivent sur le plan géopolitique viennent de rencontres sportives où les gens participent de bonne aloi, en sachant qu'il y a une compétition. Mais une fois encore, c'est une compétition qui est régulée, qui est pacifique. Mais globalement, ça peut quand même apaiser les tensions. Donc, ce n'est pas la baguette magique. Ça peut être une étincelle qui peut initier un mouvement. On va prendre un exemple. Les Jeux Olympiques de Paris. La France était dans un état de tension, de conflit social. Tout le monde se plaignait, tout le monde disait ces JO vont être une catastrophe, la France n'est pas forcément capable de les organiser, etc. Les JO ont lieu et là, la France fait communion. Et là, le miracle du sport, le miracle du sport. C'est que non seulement la France fait communion, mais le monde fait communion.
dans le village olympique, tout s'est bien placé entre les différentes nationalités, tous les étrangers qui sont venus, quelle que soit la nationalité. Ils se sont même mis à aimer les Français presque. Voilà, et les Parisiens, plus encore. C'est déjà une gageure. Ce qui est encore plus compliqué. Et donc on voit que moi je n'ai jamais vu autant de sourires dans Paris que pendant les Jeux Olympiques. Je n'ai jamais vu les Parisiens aussi aimables que pendant les Jeux Olympiques. Et donc quelque part, oui, il y a un miracle du sport. Donc le sport, c'est quoi? C'est l'organisation d'un événement, c'est la pratique du sport, c'est l'exemplarité des sportifs qui ont une sorte de rôle d'influenceur, c'est tout ça? C'est tout ça en même temps. C'est qu'il y a bien sûr le sport de haut niveau, la compétition que tout le monde regarde à la télévision, et puis il y a le sport de la base. En fait, la socialisation des individus, elle se fait souvent par le sport. Très souvent, on apprend que l'utilité de l'autre en faisant du sport, dans une équipe de sport collectif, ou même les sports individuels, sont quand même des sports où on joue ensemble. Donc en fait, la socialisation commence par le sport. Mais très au niveau souvent. des valeurs, entre le sport collectif ou le sport individuel, c'est pas tout à fait la même chose quand même. Si, il y a toujours comme moyen d'unité le respect de l'autre, le respect des règles, le fait d'accepter une défaite et le fair play. Ça, c'est un point important. Donc le respect des règles. Donc on est tous à égalité face aux règles. Voilà, c'est très démocratique le sport. Parce que c'est bien sûr le talent qui est évidemment inégalement réparti, et puis le travail. Et là, le succès vient du mélange du talent et du travail. Vous qui êtes politologue et qui réfléchissez à ces questions-là, quelle est l'utilité d'une organisation comme Peace and Sport? Alors, il y a plusieurs utilités. D'une part, c'est les bonnes pratiques. Ces champions s'engagent. Ils ont besoin d'un cadre qui les rassure. Ils ont besoin d'un cadre qui vient leur certifier qu'ils sont d'une bonne organisation, qui a fait ses preuves, qui a une ancienneté, qui a une crédibilité internationale. Donc, s'il y a un sportif de haut niveau qui se dit « moi, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie de m'engager, je ne sais pas trop quoi faire », voilà. En fait, ils peuvent être sollicités, ils sont sursollicités, les sportifs de haut niveau, après leur fin de carrière, aussi pendant leur carrière. Et donc, très souvent, ils veulent s'engager parce qu'ils veulent redonner un peu de ce qu'ils ont reçu, mais ils veulent des garanties. Ils veulent des garanties sur, en fait, le caractère juste réel de l'organisation. Peace and Sport donne cette garantie. Et effectivement, elle permet de donner des modèles, de voir des enfants qui... s'ils voient un champion, vont voir leurs yeux briller et avoir envie de l'imiter, avoir envie de suivre ses conseils, et donc de découvrir des bonnes pratiques, de découvrir effectivement l'inclusion par le sport. L'inclusion par le sport peut difficilement être mieux illustrée que par Cindy Ngamba, 25 ans. Cette boxeuse camerounaise d'origine et réfugiée au Royaume-Uni était le porte-drapeau de l'équipe des réfugiés à Paris. Et elle a décroché le bronze, la toute première médaille de l'histoire de cette équipe olympique de réfugiés. Si Cindy n'a pas concouru pour le Cameroun, c'est parce qu'elle aime les femmes. Et dans son pays natal, on fait la guerre aux homosexuels, passibles de 5 ans d'emprisonnement. Quand vous entendez dans ce forum que le sport doit être utilisé comme un vecteur de paix, c'est vrai, vous y croyez, c'est puissant? Ah ouais, bien sûr. Bien sûr, vraiment, je dis que le sport, c'est quelque chose qui m'a sauvé et qui m'a donné l'espoir de m'exprimer, même si c'est dans la boxe, m'exprimer à parler. Et, tu vois, quand je suis arrivé en Angleterre, je ne parlais pas l'anglais. À 11 ans? À 11 ans, ouais. Je ne parlais pas de l'anglais et je me suis caché, je suis resté dans mon côté. Ah. Donc l'intégration était difficile au Royaume-Uni au départ? À cause de la langue? Oui, à cause de la langue et parce que aussi je n'avais pas les papiers, tu vois. Ouais. Il y avait certaines choses que je ne pouvais pas faire pendant que les autres... Et c'est pour ça que vous êtes mis à la boxe? Au Cameroun, l'homme le plus haut au Cameroun, c'était Samuel Eto'o. Tu vois, tout le monde regardait Samuel Eto'o. Qui est le grand footballeur camerounais qui est passé par le Barça, évidemment. Voilà. Ouais. Directement, moi, je disais que j'ai envie de faire quelque chose dans le sport. Depuis que j'étais petit, je jouais tout le foot et je faisais tout dans le sport. Directement, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai dit que j'ai envie de m'exprimer et faire quelque chose dans le sport. Et c'est là où j'ai trouvé la boxe. Et la boxe, c'est devenu une addiction. L'histoire de Cindy est exceptionnelle, mais le sport moderne, au plus haut niveau, ne semble pas toujours refléter des valeurs d'inclusion, de partage, de respect. À l'image du football professionnel où l'argent est roi, les arbitres sont maltraités et les gestes de fair play devenus rares. Aujourd'hui, nous nous rassemblons autour d'une conviction forte, d'une conviction commune. Le sport est un puissant levier pour construire la paix. Bon, Anne-Laure, c'est toi qui as le privilège d'animer cette conférence, de rencontrer tout le monde. On te connaît surtout sur les écrans télévision français, TF1, beIN, maintenant Public Sénat, mais tu t'y connais bien en Formule 1, tu connais bien en foot. Honnêtement, soit la Formule 1 ou le foot, est-ce qu'il y a une vraie exemplarité du sport?
au niveau des valeurs. Est-ce que le fair play, aujourd'hui le foot, est-ce que les footballeurs ils respectent l'arbitre? Est-ce que les footballeurs ils respectent leurs adversaires, sincèrement? Alors c'est bien dommage que ce ne soit pas le cas tout le temps. Et c'est vrai que dans le football, on a laissé un petit peu tomber ce côté sacralisé de l'arbitre. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage qu'on ne retrouve pas une place juste pour respecter la règle et se respecter les uns les autres. Mais après, je crois que c'est vraiment dans l'effervescence, dans l'espèce d'adrénaline qu'ils ont sur le terrain. Parce que je crois que dans la vie, après, ils se respectent tous et ils sont plutôt tous amis. Mais toi, tu as une vision quand même assez internationale, brésilienne, italienne, française. C'est pas spécifique à la France, ce manque de respect pour l'arbitre, ou c'est international? Non, c'est international. C'est international parce que les enjeux sont importants, parce qu'ils se laissent prendre par le jeu, et c'est aussi ça le sport. Sur le moment, évidemment, on veut gagner, parce que c'est le but du jeu dans tous les cas. Pour tous les sportifs, c'est de gagner, c'est d'être le meilleur. Après, ils doivent tous porter le mot respect quand même Oui, mais c'est comme quoi il faut le rappeler à tous les âges. C'est important de le rappeler. Et toi, tu crois profondément dans les valeurs du sport et dans l'utilité du sport, notamment pour l'inclusion? Alors là, on parle de sport de haut niveau, quand on parle de Formule 1, quand on parle des matchs de foot qu'on peut voir à la télé en France ou à l'étranger. Mais il y a aussi le sport, j'allais dire presque le sport du quotidien, le sport de tous les jours, le sport que pratiquent les jeunes en bas de leur maison, le sport qu'ils peuvent pratiquer en association sportive, en club. Et ce sport-là, je crois vraiment dans sa capacité à permettre à tout le monde de trouver une place. Je pense notamment aux jeunes filles. Quand une jeune fille n'a pas forcément de place à la maison avec ou un grand frère qui prend de la place, ou même dans la société, ou parfois dans certains endroits, que ce soit en France ou sur la planète, on ne laisse pas beaucoup de femmes au sport. Dans le sport, quand elle est en position de combattre, de jouer au tennis, de faire plein de choses, elle a une vraie place. Donc quelque part, elle récupère ce qu'elle est, elle redevient une personne, elle redevient une femme et elle trouve une place sur le terrain et une place dans la société. Et ça, après, ça reste. Ça reste parce que la femme se sent capable, la femme comprend qu'elle peut sortir d'un carcan et elle a de la puissance. Et ça, et c'est pas forcément de la puissance physique, c'est juste le fait d'être. D'exister au moment. Et vraiment, le sport, pour ça, c'est assez unique. Et puis, ça permet aussi, quand on est en short, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien, en fait. Et parmi celles qui ont décidé de s'affirmer en enfilant un short, Oni Talgier. Née à Bethléem, cette jeune femme inspirante a bataillé toute son enfance contre son père qui ne voulait pas qu'elle joue au football, jusqu'à devenir capitaine de l'équipe féminine de Palestine qu'elle a créée. Alors, Oni Talgier, vous êtes un peu une pionnière au Moyen-Orient et plus particulièrement en Palestine, où vous avez été la première capitaine de la première équipe féminine de football. Racontez-nous ça. Thank you very much for having me here. It's definitely was just not easy growing up in a war zone, in a very difficult context as a Palestinian from Bethlehem, as a woman, as a Christian minority, as someone who loved to play football. The challenges were enormous from all directions. But growing up loving football, it managed to break down my barriers and give me the opportunity and the hope of a better future when there was no hope. And that's the power of football that gave me to break those stereotypes, whether it's social, cultural, political, and just dream. And that's where football came in. It brought me all these opportunities. Quels sont les obstacles, quelles sont les barrières auxquelles vous avez été confrontés? The barriers are enormous, actually. It's almost impossible. Everyone thought that we are crazy. When I started to play football, everyone thought that I'm going nowhere with it because there are no facilities, there are no infrastructure, there's no support. The society at that time believed that football is just for boys. When my father himself refused that I play football, and I challenged him myself on a small age when I was just 7. Et maintenant, votre papa, qu'est-ce qu'il en pense? And now my dad is so proud. He's just so happy and proud that I reached where I am today because of football, the power of football. So if it managed to change my father's mindset, it empowered me to change the whole of a society because I said, I can do it at home, I can do it everywhere. And that's why establishing the women's national team was an impossible, almost mission. Because in a context where there is no hope
football brought us a glimpse of hope and opportunity in a context where there were so huge political barriers. We are surrounded by walls, by checkpoints, by daily single challenges, the basic life we cannot practice easily. And to just form a women's football national team in such a context was making the impossible possible and highlighting that the Palestinians, women, with their football, wanted to change the mindsets about Palestinians everywhere around the world and not portray an image of destruction, death, and despair. We wanted to portray an image of hope, opportunities, resilience. The Palestinians love life, and we need to be given the opportunity, we need the peace, we need the equality, we need to be treated equal, we needed to be treated with justice. And that's, for me, football is the tool to fight for that and to bring it in the world stages and to talk about it. Plus fort que tout discours théorique, la parole d'un grand champion. Ce fut le cas en 2005 lorsque la star de Chelsea, Didier Drogba, a contribué à stopper la guerre civile en Côte d'Ivoire en prenant la parole dans le vestiaire après la qualification de son équipe pour la Coupe du Monde. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et tout ira du mieux. Les Ivoiriens ont fêté cette qualification et peu de temps après, un cessez-le-feu a été signé. Depuis, Didier Drogba a créé une fondation qui vient en aide aux populations défavorisées ou discriminées. Nous avons rencontré sa vice-présidente, Gabrielle Lemaire, qui participait également au forum Peace and Sport. Il faut savoir vivre ensemble, les divisions ethniques ne mènent à rien, donc à donner accès à des centaines d'enfants venant de milieux vulnérables à la pratique du sport. C'est vraiment un outil pour promouvoir la paix. Alors, Gabrielle Lemaire, merci de vous isoler un petit peu pour nous. Vous êtes vice-présidente de la Fondation Didier Drogba. Je vois qu'elle est très active en matière d'éducation, de santé, de développement durable. Vous êtes sur tous les terrains, mais aussi sur l'inclusion sociale. Mais notamment, on se réjouit là de lancer un programme avec Peace and Sport en début d'année prochaine, qui aura donc vocation à donner accès donc, à des sessions de sport de manière régulière à des enfants issus du milieu public, donc de milieux très vulnérables qui n'ont pas du tout accès au sport. Et en réalité, l'idée, c'est de sensibiliser en amont, donc faire une sorte de prévention et de faire en sorte que ces enfants-là comprennent l'importance du vivre ensemble, donc de la paix, sur un terrain de foot ou enfin, dans toute activité sportive. Je pense que c'est l'outil le plus fort de cohésion sociale. Donc on entend vraiment mener ce genre de programme pour prévenir d'éventuels soubresauts. Mais c'est quoi? C'est pour mélanger un petit peu les populations. Ce qui était intéressant dans l'équipe de football de Côte d'Ivoire, c'est que il y avait des joueurs du Nord et des joueurs du Sud qui jouaient ensemble et ça montrait que c'était un pays qui était divisé à cette époque. C'est que la Côte d'Ivoire a quand même une soixantaine d'ethnies, donc 65 il me semble ethnies. Ils sont tous très divisés, nous sommes tous très divisés jusqu'à aujourd'hui. Donc l'idée c'est vraiment de prévenir sur cette nouvelle génération qui arrive et leur dire non, il n'y a pas de différence. Au contraire, on est riche de nos différences, on est quand même sous un seul et même drapeau. Donc on va vraiment utiliser le sport comme outil de cohésion sociale. Parce que c'est vrai c'est un sujet encore sensible et on entame une année électorale en 2025. Donc c'est une façon pour nous de soutenir les actions du gouvernement pour conserver la paix un maximum. Alors c'est intéressant parce qu'il ne faut pas aller jusqu'en Côte d'Ivoire, même au cœur de l'Europe. En Belgique, c'est intéressant parce que je pense que vous avez fait vos études en Belgique. Oui, je suis belge également. Voilà, vous êtes belge également. Et David Brasseur, là, qui est à la caméra juste là, et qui lui-même est belge, me disait, même en Belgique, où le pays est divisé entre le Nord, les Flamands, et le Sud, les Wallons, les francophones, à un moment donné, tout le monde se retrouve derrière l'équipe nationale de football. Tout à fait, c'est comme partout. Après, un pays occidental comme la Belgique a la chance de ne pas sombrer dans une guerre civile à cause de ces divisions-là. Chez nous, c'est beaucoup plus sensible, on est vraiment sur une poudrière. Donc il faut œuvrer davantage dans ce sens. Mais en réalité, effectivement, ce n'est que... Mais on l'a vu récemment, on a accueilli la CAN en Côte d'Ivoire. La Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, qui a été un moment vraiment fédérateur, qui a été un moment extraordinaire, très sincèrement. Et tous les Ivoiriens se sont retrouvés, mais unis comme jamais. On oublie ces différences. On oublie ces différences lorsqu'on est sur une activité sportive. Donc c'est vraiment un outil très fort. Et c'est pour ça qu'on se joint volontiers aux actions de Peace and Sport. Didier est d'ailleurs vice-président de Peace and Sport, donc c'est dire notre engagement dans ce sens, de promouvoir la paix et d'utiliser le sport comme outil pour promouvoir la paix. Parce qu'en France, souvent...
j'en sais rien, quand il y a une campagne politique, à un moment donné, quand le Front National, par exemple, aux élections européennes, avait le vent en poupe, ou bien aux législatives, il y a certains joueurs de l'équipe de France qui ont dit... essayer sur leur communauté, sur Twitter, on dit attention, votez comme il faut. Et là, on leur a dit, attendez, vous êtes joueur de foot, vous n'avez pas votre mot à dire, tapez dans un ballon et ça suffit. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'ils ont leur mot à dire. Après, il faut faire attention. Effectivement, c'est une grosse responsabilité parce qu'ils sont quand même suivis par des millions et des millions de personnes. Donc, à mon avis, il faut quand même faire attention à comment on passe les messages, à quel moment, pourquoi. Ça doit être bien maîtrisé, bien cadré. D'ailleurs, certains, parfois avec de bonnes intentions, sont victimes de bashing, ce qu'on appelle du harcèlement, une déferlante de haine tout d'un coup. Donc, je pense qu'il faut quand même faire très attention à comment ils passent ce genre de messages. Mais je pense qu'ils ont quand même tout à fait le droit d'exprimer leurs convictions sans insulter ou mettre en avant des choses négatives sur ceux qui pensent autrement. Alors vous parlez de droit de s'exprimer, d'exprimer un point de vue, mais dans certains cas, c'est le cas de Didier Drogba, c'est presque un devoir. Quand on incarne ce qu'on incarne comme Didier Drogba en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu 50 000 joueurs qui ont joué à Chelsea, qui ont joué à l'OM, même si l'OM, bon, c'est peut-être pas la meilleure équipe de foot en Ligue 1 derrière moi. Attention. Non, mais c'est vrai que c'est presque une responsabilité dans certaines circonstances. C'est une responsabilité, mais là on parle d'autre chose. C'est un devoir, une responsabilité. Là, on parlait du fait de donner une position politique. Ça, ce n'est pas un devoir, c'est un droit, je pense, fondamental. Didier, lui, ne s'exprime pas sur ses positions politiques. Je pense que c'est une décision personnelle. Mais par contre, il encourage à la paix. C'est-à-dire qu'il le disait. Lui, il a dit on veut juste jouer, baisser les armes. Baisser les armes, on veut juste jouer, on veut la paix dans ce pays. On veut pouvoir continuer à vivre normalement et arrêter de voir nos frères et nos sœurs souffrir et mourir pour des causes qui, en réalité, ne sont même pas nobles. Donc oui, non, lui, il se concentre vraiment sur l'appel à la paix. On demande souvent à ces sportifs-là de se positionner, notamment sur les guerres qu'on voit encore aujourd'hui, qui sont malheureuses à voir au quotidien. Mais non, l'idée n'est pas de forcément toujours dire « je suis pour telle personne ». On est pour la paix. Donc à un moment, il faut s'asseoir autour d'une table et trouver des solutions. C'est vraiment le message. Voilà. Merci Gabrielle Lemaitre. Merci à vous. Le sport peut clairement être utilisé comme un outil de cohésion sociale, un outil d'une force telle qu'il peut rassembler des frères ennemis. Mais le sport n'en demeure pas moins un espace de compétition, un théâtre de confrontation. Dans la réalité, le sport, est-ce que ça unifie ou ça oppose? Parce que quand on voit les compétitions sportives, on voit aussi qu'il y a les hymnes nationaux, il y a quand même une opposition forte et parfois des nationalismes exacerbés. Souvent, vous avez les dérives à cause des supporters, mais en fait, c'est un exutoire de problèmes sociaux à certains moments, mais c'est pas ça le sport. Le sport, c'est l'équité d'abord. Et c'est cette équité qui s'applique à tout le monde de la même façon, quel que soit le sport, sur toute la planète, quelles que soient les différences ethniques, religieuses, sociales. Est-ce que ça devrait être ou ce que c'est? C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Les champions le savent très bien. Ouais. Mais c'est pour ça que vous avez ici des champions qui sont porteurs d'exemple. Et moi, je suis impressionné par la maturité des champions aujourd'hui. Par rapport au début de l'organisation, quand on l'a créé, il y avait des champions qui faisaient des statements, qui sortaient des slogans. C'est terminé. Ils parlent de leur expérience en termes d'honneur, d'ordre à la jeunesse d'une certaine façon, par leur exemple. Et ils savent très très bien maintenant utiliser leur influence pour créer du bien. Et le sport, finalement, c'est aussi un affrontement paradoxal parce que vous verrez, après la ligne d'arrivée, tout le monde se retrouve, tout le monde a partagé, tout le monde a parfois souffert ou pris du plaisir, mais tout le monde se retrouve. Et la relation qui est induite par le sport, c'est une relation qui permet d'intégrer la différence, parce qu'on l'a vécu en 3 dimensions. Pas simplement en étant assis ou à parler, on l'a vécu en bougeant, en s'affrontant, etc. Et on intègre comme ça les différences et on commence à les accepter et un jour aussi à les apprécier. Le sport aussi bien individuel que collectif? Ou alors, est-ce que c'est le collectif que vous mettez le plus en avant? Parce que c'est ça qui crée l'esprit d'équipe, la cohésion, l'entraide, la solidarité? Bien sûr. C'est les deux. Et quand on développe, par exemple, le programme de paix, on utilise parfois des sports d'équipe. Ça peut être, par exemple, du volleyball. Vous mettez 2 piquets en bois, un filet de pêche, et vous avez un cours de volleyball au bord du lac Tanganyika. Mais souvent, on va opérer avec des équipes mixtes. Comme ça, tout le monde gagne, tout le monde perd, tout le monde joue. Tout le monde a des équipiers, tout le monde fait quelque chose ensemble. Exactement. Et ça induit une nouvelle relation entre les gens.
Mais en quoi justement, dans ces pays-là, on a besoin de Peace and Sport? À partir du moment où, comme vous le dites, il suffit de 2 piquets d'un filet de pêche, qu'est-ce qui fait que Peace and Sport vous apporte une contribution qui fait la différence? Parce qu'ils n'ont pas l'idée de le faire avant que vous n'arriviez? Il y a un savoir qui est accumulé depuis des années, mais il y a aussi une neutralité installée. L'organisation est ancrée en principauté, c'est un territoire neutre, indépendant, le sport est neutre. Donc on vient percuter des affrontements parfois intercommunautaires avec notre neutralité. On est accepté pour ça. Et donc on a la possibilité de mettre en place ces activités qui apportent des solutions ensuite. La neutralité, le fait d'être basé à Monaco, ça joue ça en termes de neutralité ou pas? Oui, ça joue beaucoup parce que on n'est jamais suspecté d'avoir par exemple de grands groupes industriels derrière nous qui pourraient nous utiliser pour avoir une porte d'entrée pour des marchés ou autre. Non, là on est crédible par rapport à la cause qu'on défend. Voilà. Et donc on nous écoute, je pense qu'on nous respecte de plus en plus. Merci beaucoup Joël Bouzou, c'était passionnant. Carte blanche pour vous? Absolument, carton blanc. Carton blanc. Le carton blanc créé par Peace and Sport est devenu le symbole de la paix par le sport. À l'issue de ce forum, une marche pour la paix menée par le prince Albert II au départ du palais, avec à ses côtés des champions et des figures inspirantes, a rallié le musée océanographique créé par le pacifiste Albert Ier il y a plus d'un siècle. Malheureusement, aujourd'hui encore, la paix est un combat.